frères et sœurs entre la vie et la mort. Cela faisait bien longtemps déjà que Bonvie et Bontaud ne rentraient plus. Il ne restait plus grand monde au village. Maman et son groupe travaillaient de plus en plus loin et ne rentraient qu'à la fin du travail. Mon frère, Bonti, avait réussi à se faire accepter parmi les vieux du village grâce à sa sociabilité et à son habileté, car il pouvait faire ce que les vieux faisaient, à savoir fabriquer les harpons, les filets de pêche ou tout autre travail manuel. Grâce au travail pas trop dur avec les vieux, il avait le temps d'aller pêcher pour subvenir à nos besoins. Mais un jour, une sangsue de buffle l'avait mordu à la cheville pendant qu'il pêchait. Au début, on ne voyait qu'une petite plaie, mais de jour en jour, la plaie s'était infectée parce qu'il continuait à travailler et à aller pêcher dans les eaux boueuses. Faute de soins, la plaie s'infectait de plus en plus et elle dégageait une odeur de chair pourrie. La toute petite plaie au départ était devenue béante et pleine de vers qui rongeaient jusqu'à l'os. Le chef du village, grâce à la demande du chef des vieux, m'avait donné la permission de rester à la maison pour soigner Bonti. Mais les Khmers rouges avaient diminué nos portions de repas en conséquence. Sans maman à notre côté, je me sentais seule et de plus en plus faible à cause du manque de nourriture, car Bonti ne pouvant plus marcher, on n'avait plus rien de réserve. Quant au repas à la cantine, dans un bol de potage de riz, il n'y avait que quelques grains de riz, le reste était du tronc de bananier coupé en lamelles et il n'y avait plus de plat non plus. On mangeait le potage avec quelques grains de sel. Exceptionnellement, je pouvais apporter le repas à Bonti à la maison après avoir mangé ma part à la cantine. Je ne savais pas trop comment soigner Bonti. Je ne faisais que lui enlever les asticots qui lui faisaient si mal, qu'il gémissait même dans son sommeil. La situation empirait de jour en jour. Comme il ne pouvait plus bouger, je lui portais le pot pour ses besoins et faisais bouillir l'eau pour nettoyer sa plaie. Il était chaud, très chaud, mais cela ne changeait rien, car personne ne venait le soigner. Et par malchance, justement, maman ne devait pas rentrer ce week-end-là. On n'avait même plus de troncs de bananier dans nos repas. En fait, on ne buvait que de l'eau, car il n'y avait que 10 grains de riz au maximum dans un bol de potage. La fatigue et le manque de nourriture nous épuisaient, mais je ne pouvais le dire à personne, puisque Bonti était au moins aussi faible que moi, si ce n'était plus que moi encore. Quand je me déplaçais, je voyais le sol se déformer et se creuser devant moi. Je traînais mes pieds tellement ils étaient devenus lourds et je trébuchais sur les moindres bosses qui étaient sur mon chemin. J'avais la sensation de marcher sur du vide. Je me dandinais car mes pas n'étaient pas du tout assurés. Je devais marcher comme quelqu'un qui est sourd. En après-midi, alors que j'allais faire pipi entre les rangées d'ignames, à environ 5 mètres de la maison, je me sentais partir.
J'entendais les battements de mon cœur de plus en plus lents. Je me forçais d'appeler Banti, mais il ne me répondait pas. J'appelais même maman, sachant qu'elle ne pourrait pas venir à mon secours. Mais c'était comme une sorte de réflexe, un dernier espoir, un dernier mot. Je ne pouvais m'en aller sans le prononcer. Je ne voulais pas mourir. Je regardais autour de moi s'il y avait des insectes que j'aurais pu manger, mais il n'y avait rien. Dans un dernier effort, je creusais la terre avec mes doigts pour avoir les ignames, mais en vain. J'étais trop faible pour y arriver. Alors je ramassais de l'herbe et je la mettais dans ma bouche pour tenter de survivre. Mais je n'arrivais plus à mâcher. Je n'avais plus de salive et ma force m'avait déjà abandonné. Soudain, je n'entendais plus rien, même pas les oiseaux, ni les cigales qui d'habitude criaient sans cesse, et même plus les battements de mon cœur, puis plus rien. Quand je suis revenue à moi, maman était là. C'était comme si j'étais en train de rêver. Et je me suis demandé si je n'étais pas en train de mourir et si mon esprit imaginait des choses, car il me paraissait impossible que je sois encore en vie et de voir maman avec moi comme ça. Mais j'étais dans les vapes. Impossible de penser, alors je refermais les yeux et me laissais aller. Tout à coup, j'entendis venant de très loin la voix de maman qui m'appelait. Je lui répondis, mais elle ne m'entendait pas. Je me battais de toutes mes forces pour lui répondre, mais c'était comme si quelqu'un ou quelque chose me retenait solidement à l'écart de maman. Pourtant, je croyais crier, mais maman ne m'entendait toujours pas, puisqu'elle continuait de m'appeler et de me secouer. Au bout d'un long moment, je finis par reprendre vraiment conscience. Et oui, maman était bien là. J'étais à la fois étonnée et émerveillée de la voir à côté de moi, car c'était inespéré. Mais ma seule envie à ce moment précis était de me rendormir paisiblement, car j'étais vraiment bien, sachant que maman veillait sur nous. À mon réveil, maman m'apprit que c'était l'oncle Hi qui m'avait ramassé par terre au milieu des ignames. C'est un miracle qu'il soit passé par là, par hasard, ajoutait-elle. Quant à Banti, il était soigné avec des antibiotiques qu'elle avait pu se procurer je ne sais pas où. Grâce à ces médicaments, la cheville de Banti guérissait rapidement. Et on se mit à reprendre des forces avec des repas que maman nous préparait en cachette. Je ne sais pas trop comment elle se débrouillait pour avoir toujours quelque chose à manger. Mais avec elle, tout semblait possible. Maman rentrait tous les soirs en cachette pendant que tout le monde dormait. Elle repartait travailler à son campement très tôt le matin pour ne pas faire remarquer son absence. D'après ce qu'elle m'a raconté il n'y a pas longtemps, elle avait été alors convoquée chez ses supérieurs car quelqu'un l'avait dénoncée. Malgré les raisons qu'elle leur avait données, ils n'avaient voulu accepter aucune excuse, lui disant que ce n'était pas à elle d'aller soigner les enfants, qu'il y avait des médecins pour ça.
Il a menacé de l'exécuter. Maman les suppliait à genoux pendant des heures pour qu'il excuse. Et grâce à son assiduité au travail, non seulement elle ne fut pas exécutée, mais elle obtint le droit de rentrer tous les soirs à la maison pour soigner ses enfants à condition de ne pas arriver en retard au travail. La fugitive ou malade. Nous avions une chatte. Toutes les nuits, elle portait au moins une souris ou un rat à la maison pour manger. Reconnaissant à sa façon de grogner quand elle avait à manger dans la gueule, nous lui volions son repas à chaque fois que nous pouvions pour avoir de la viande grillée. Au début, elle se laissait faire et elle lâchait sa proie facilement, mais elle finit par se débattre et elle avait même compris qu'il fallait qu'elle reste silencieuse si elle voulait pouvoir manger. Elle finit par ne plus porter ses boutins à la maison, ou alors de temps en temps quand elle était bien rassasiée. Quand elle en portait, c'était très curieux. On aurait dit qu'elle nous les portait exprès, car elle nous les laissait en nous avertissant par ses grognements de son arrivée, alors qu'elle ne grognait déjà plus quand elle mangeait. De temps en temps, il nous arrivait de trouver en creusant dans la terre avec une bêche pour faire les besoins des souriceaux tout rouges qui avaient les yeux encore fermés. Nous ne les vidions même pas car ils se nourrissaient encore du lait de leur mère et nous les mangions entiers grillés. Ils étaient bien crémeux. À présent, les enfants qui avaient plus de 7 ans devaient partir travailler loin du village. Et ceux qui n'étaient pas en âge de partir restaient au village sans rien faire. Et moi, j'en faisais partie. Plus tard, maman apprit que Bonvie était très malade et qu'on l'avait emmenée à l'hôpital. Elle fut très inquiète car tout le monde savait que tous ceux qui entraient dans ce soi-disant hôpital n'en revenaient jamais faute de soins. Elle avait décidé d'aller chercher Bonvie avec l'aide de tante Tan de soi-même. Elles passèrent à travers champs avec un hamac plié et un bout de tronc de bambou en espérant ne rencontrer personne sur leur chemin. Bonti et moi, nous les attendions à la maison. Je n'arrivais pas à m'endormir parce que je m'inquiétais pour maman. Il était très tard déjà quand elle revint. Et je ne reconnus pas Bonvie lorsqu'elle a sorti du hamac, tellement elle était maigre. Elle avait le visage tout petit, les joues creuses. On ne voyait que ses yeux écarquillés, très profonds. Quant à son corps, c'était un squelette. Elle avait les cuisses plus petites que ses genoux. On voyait son coccyx à travers le tissu de son pantalon tellement il était pentu. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas se relever tellement elle était malade. Maman l'avait fait coucher à côté de moi et je n'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit parce que j'avais peur de ma sœur. Pour moi, elle ressemblait à un fantôme. Le lendemain matin, maman était allée demander l'inscription de Bonvie dans le village pour qu'elle puisse avoir accès à la ration quotidienne.
Mais les chefs du village la lui avaient refusé en lui répondant que si elle voulait la garder dans le village, elle devrait partager son repas avec elle. Les temps devinrent de plus en plus durs. Les repas devenaient de plus en plus maigres. Un verre de riz servait à nourrir 50 personnes. Le potage était très liquide. On n'y voyait pratiquement que de l'eau avec quelques grains de riz au fond. Et cela faisait bien longtemps déjà que nous n'avions plus de plat. Nous grignotions du sel en grains pour accompagner notre potage. En effet, le sel était essentiellement notre plat quotidien. Quelques grains de sel étaient distribués à chaque repas. Il était devenu la denrée la plus convoitée car il permettait de relever quelques bouillons de légumes que nous essayions tant bien que mal de manger pour remplir notre estomac affamé. Beaucoup d'or a été changé contre du sel au marché noir. Le sel avait plus de valeur que l'or lui-même. Maman mélangeait sa part avec la mienne et la partageait en 3. Banti gardait sa part en totalité car maman avait estimé qu'il avait besoin de manger plus que nous, les filles. Nous mangions des feuilles de patates douces cuites à l'eau pour compléter. Voler pour survivre. Bientôt, le riz commença à mûrir dans les champs. À la nuit tombante, maman et Banti allaient en ramasser. Et nous le battions dans un krama, une sorte de foulard offert par le régime. Puis, maman le faisait cuire dans une théière et nous le mangions la nuit même. Le riz était très parfumé et avait une saveur extraordinaire. C'était tellement bon que nous en mangions à nous éclater la panse. D'ailleurs, nous avions failli mourir après avoir mangé ce riz pour la première fois. En effet, le riz a comme effet de continuer à gonfler à l'intérieur même de l'estomac. Et nous n'avions plus l'estomac solide pour digérer le riz en aussi grande quantité, car il était habitué à se rétrécir de jour en jour. Alors, tout le monde se sentait mal. Je ne sais pas ce que les autres ressentaient, mais moi, j'étais très mal. Je ressentais une montée de chaleur et je transpirais. J'avais le souffle coupé, le ventre gonflé. J'étais restée couchée sans pouvoir bouger pendant au moins 1 heure. Maman ne savait pas trop quoi faire. Elle était restée là, à nous regarder gémir, et de temps à autre, elle me donnait à boire. Et puis, j'avais brusquement envie d'aller aux toilettes. Maman m'avait aidé à aller faire mon besoin. Je me sentais mieux de suite après l'avoir fait. Le lendemain matin, on avait creusé un trou dans la terre sous la hutte pour piler le riz. Ainsi, on mangeait du riz tous les jours. De jour en jour, Banvi allait mieux en mieux. Mais elle n'avait toujours pas sa place au village. Donc, elle restait à la maison à piler le riz pour le sortir des écorces. Tous les jours, dans la journée, pendant que maman et Banti allaient travailler, j'aidais Banvi à piler le riz. Mais mon rôle principal était de surveiller les allées et venues des gens. Je montais sur un arbre de goyave et je guettais.
Si quelqu'un venait dans notre direction, je donnais l'alerte en chantant ou en tapant les mains ou en sifflant et Bonvi s'arrêtait de piler et cachait tout. Et cela fonctionnait à merveille. Une après-midi, pendant que ma sœur pilait le riz, j'avais aperçu un groupe d'enfants accompagnés de 2 adultes qui se dirigeaient vers nous. Après avoir donné l'alerte à Bonvi, j'étais descendue de l'arbre de suite pour venir l'aider à cacher le riz, le trou et les accessoires. Et bien sûr, Bonvi était allé se cacher dans la hutte et moi, j'étais assise sur le devant de la maison, ayant l'air de ne rien savoir. J'attendais de pied ferme ce groupe d'enfants. Il ne tarderait pas à arriver car j'entendais leur chant de plus en plus fort. Soudain, je fus surprise par une femme habillée en noir avec un foulard rouge autour du cou. Elle apparut devant moi si soudainement que je sursautai car je portais toute mon attention à ceux qui chantaient. La femme me demanda de l'eau à boire. Les autres arrivèrent après. Je leur avais prêté un bol fait en écorce de noix de coco et tout le monde s'était servi de l'eau de la jarre. Après avoir bu l'eau, la femme qui m'avait surprise au début me demanda mon âge. Je lui ai répondu que j'avais 7 ans. Avec un air surprise, elle demanda, s'adressant à moi, « Comment ça se fait que tu ne sois pas avec les groupes d'enfants ?» Ne sachant pas que lui répondre, j'étais restée muette et inquiète face à sa question. Ils étaient repartis aussitôt que tout le monde ait bu. Bonvi sortit de sa cachette et on recommença notre activité interrompue par les visiteurs. L'enfer au bout du chemin, prise en flagrant délit. 2 jours après, les Khmers rouges convoquèrent tous les gens du village à la cantine pour nous dire que tous les enfants à partir de 7 ans devaient faire partie des groupes d'enfants. Je devais donc partir le lendemain. Ma copine Moch avait échappé à cette collectivisation car sa mère avait fait croire aux Khmers rouges qu'elle n'avait pas 7 ans alors qu'on avait le même âge. Le lendemain matin, j'étais très angoissée, non parce que je devais quitter la maison, mais à l'idée de laisser Bonvi travailler toute seule sans surveillance. Mes mamans m'avaient rassurée que ça serait le dernier jour parce qu'il ne restait plus qu'environ un verre de riz à piler et qu'on n'avait plus besoin d'envoler car Bonvi était complètement guéri et c'était la période des moissons. Les repas à la cantine étaient assez consistants pour vivre. J'étais restée perplexe, mais il fallait partir. Je devais rejoindre toute seule le centre de la collectivité, une sorte de lieu public où tout se centralisait. Pendant tout le trajet, je n'arrivais pas à chasser cette inquiétude envers Bonvi et maman. Je voyais ma sœur en train de piler le riz sans moi, et la seule idée de penser à ce qui pourrait se passer me terrifiait. Je marchais sans âme, car mon âme était restée à la maison. Soudain, je me retrouvais devant une grande place où tout le monde travaillait par groupe. Il y avait surtout des enfants. Je pris conscience que c'était ma destination.
J'ai été prise en charge de suite et je me suis retrouvée avec le groupe de ma cousine Sinat. On allait ramasser des crottes de vaches dans des champs pour faire de l'engrais. Avec la préoccupation de rechercher des crottes de vaches et prise par l'ambiance, je finis par oublier le souci que j'avais en venant ce matin. En plus, à midi, on nous servit un repas bien consistant avec du potage très solide et un poisson entier grillé. En voyant ce festin, je m'étais dit, pourquoi ne suis-je pas venue plus tôt? Après le repas, 2 groupes furent constitués. Un groupe partit à la recherche de Contrengkaet, une sorte d'herbe qui a une apparence semblable aux orties en France, dans des broussailles, tandis que l'autre resta sur place pour les découper en lamelles, toujours pour faire de l'engrais. À la fin de la journée, j'étais fatiguée car je faisais partie du groupe qui ramassait, mais j'étais satisfaite d'avoir participé et de m'être retrouvée parmi les autres enfants. Et à ma grande surprise, on avait le choix entre rentrer dormir à la maison ou rester à la collectivité. J'avais préféré rentrer parce que j'étais très contente à l'idée de pouvoir apporter du riz à la maison, car ce soir-là, j'avais du riz. J'étais même très fière de pouvoir partager pour la première fois ma grosse portion de riz, car d'habitude, ma portion était la plus petite. Et pendant que je rêvassais sur le chemin de retour, l'inquiétude que j'avais le matin m'envahissait à nouveau. J'avais comme une sorte de pressentiment qu'il s'était passé quelque chose à la maison. Ce sentiment d'angoisse grandissait en moi au fur et à mesure que j'avançais. Le chemin était bordé de gros arbres, mais je marchais aveuglément à cause de mes mauvaises pensées. Sauf que, à un endroit, le chant de cigales était tellement fort que cela avait attiré mon attention. J'avais levé la tête pour regarder le grand arbre qui était à quelques pas de moi. Et mon regard s'était arrêté à un endroit où j'avais remarqué une chose étrange. Il y avait une sorte de bandeau en relief d'environ 1 mètre de hauteur qui contournait le gros arbre d'environ 1 demi-mètre de diamètre. Rongé de curiosité, je m'approchais pour mieux observer. La chose se composait de tiges gris clair et gris foncé. On aurait dit presque des images, car il y avait des formes arrondies. Plus je la fixais, plus cela m'intriguait. Au début, je pensais que c'était les écorces de l'arbre, mais les reliefs me laissaient perplexe. J'avais décidé donc de toucher la chose avec une branche. Et ce que j'avais découvert dépassait mon imagination. J'étais comme paralysée par ce que j'étais en train de voir. La chose bougeait. Pendant un moment, j'étais restée immobile avec les poils dressés, incapable de réagir. C'était de grosses chenilles avec de gros yeux. Je m'efforçais de reprendre mes esprits et je reculais très doucement et dès que je sentais la route sous mes pieds, je courus très vite sans m'arrêter jusqu'à l'entrée du village.
Soudain, l'angoisse m'envahit violemment à cause du silence, comme si j'avais reçu un coup. Le village était inhabituellement calme. Les personnes que je croisais et qui d'habitude me souriaient baissaient les yeux en me voyant. Cela me peinait encore plus. Ce chemin qui d'habitude me faisait peur, ce soir-là me rendait triste et oppressé au plus profond de moi. J'avais presque la certitude qu'il s'était passé quelque chose dans ce village et même que cela me concernait. Au coin du chemin, là où il y avait un arbre de poterie, à environ vingtaine de pas de chez moi, de la maison de droite, on me faisait signe de ne pas aller à la maison. Cela me rendait encore plus angoissée. Au lieu de m'arrêter, je courus encore plus vite vers la maison, car cette fois-ci, je n'avais plus de doute. Il était arrivé un malheur à ma famille. À la maison, je vis ma sœur en train de faire son sac, sans un mot en me voyant arriver. Je lui demandai « Où vas-tu » Elle se contenta de me dire « Je m'en vais, je m'en vais ». Et quand je lui eus demandé où était maman, elle me répondit qu'on l'avait emmenée. Tout à coup, je réalisai que la crainte de ce matin avant mon départ était justifiée. J'espérais de toutes mes forces que ce qui était en train de se passer soit seulement un terrible cauchemar. Sans savoir vraiment où j'allais, ni ce que j'allais faire, puisque Bonvie n'avait pas su me dire où maman avait été emmenée. Je m'en allais de la maison en courant. J'allais voir la voisine qui était une tante aussi. C'est elle qui m'avait fait signe de ne pas rentrer à la maison. Elle me conseilla d'aller voir à la cantine chez le chef du village. Je pleurais en courant et en appelant « Maman, maman ». Je demandais à chaque personne que je croisais si elle avait vu maman. Et les réponses étaient négatives. Mon désespoir était si grand que je croyais m'évanouir à tout instant. Mes larmes coulaient à flot et je voyais à peine le chemin. J'avançais presque à l'aveuglette et lorsque je fus arrivé au bout du chemin, j'aperçus la silhouette de maman qui sortait juste du coin. J'essuyai mes yeux pour mieux voir, pour ne pas me tromper. Non, je ne me trompais pas. C'était bien maman qui venait vers moi. Je courus vers elle et me laissai tomber dans ses bras en pleurant et en criant « Oh maman, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et maman pleurait sans dire un mot. En fait, il n'y avait pas besoin de se parler. On se comprenait. La tristesse était si grande qu'elle se lisait au fond de nos yeux. Puis on se ressaisit pour rentrer à la maison en silence. Quand Banti rentra,
qui ne dit rien non plus. Il devait déjà être au courant de l'événement. On se contenta tous de se regarder dans les yeux luisants de larmes qui coulaient sans cesse. Ils avaient apporté leur gamelle et moi la mienne. Normalement, cela m'aurait rendu fière, mais ce soir, tout était sinistre. Comme d'habitude, maman partageait les repas avec Bonvi. Et cette fois-ci, elle m'avait laissé une grosse part. Pendant un long moment, on mangea dans le silence. Mais la curiosité me tenaillait, alors je demandais ce qui s'était passé. Et Bonvi finit par parler après un long silence. Maman avait dit à Bonvi de monter la garde pendant qu'elle pilait une poignée de riz qui restait avant de repartir travailler. Malheureusement, Bonvi avait pris cela à la légère, alors elle n'avait pas vu venir les espions qui avaient surpris maman par la fenêtre. L'explication de Bonvi nous laissa pensifs. D'habitude, nous mangions avec beaucoup de plaisir, mais ce soir-là, nous avions du mal à avaler. Je n'avais pas su apprécier le riz nouveau qui normalement nous laissait son goût de moelleux sucré et parfumé dans la bouche, comme si j'avais perdu le goût. Prisonnière en sursis, mon désarroi. Ce soir même, après avoir mangé, maman nous avait dit à Banti et à moi d'aller dormir chez Yenei parce qu'elle avait dit aux espions qu'elle n'était que toutes les deux. Elle n'avait pas d'autres enfants. Et d'après maman, il reviendrait les emmener cette nuit. Je n'avais pu sortir aucun mot, car mon désarroi était si profond que j'étais restée pensive avec des larmes aux yeux. Banti me prit par la main et je le suivis sans même avoir dit au revoir à maman ni à Bonvi. Car au fond de moi, je ne pouvais pas accepter leur départ. Yenei nous attendait déjà. Je lisais sa compassion envers nous sur son visage. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je ne fermais pas l'œil de la nuit. Je ne faisais que laisser couler mes larmes sur mon petit change qui me servait d'oreiller. J'étais restée sans bouger, à écouter les moindres bruits de pas, des gens qui allaient et venaient je ne sais où. Je guettais les pas de maman et de Bonvi. À chaque fois que j'entendais des pas, des cris, je voyais maman et Bonvi emmenés par les espions. J'imaginais toutes sortes de tortures possibles. Ligoter, fouetter, le mépris, l'humiliation, etc. Et quand j'entendais les bruits de fouet, je voyais qu'il les fouettait. Alors je pleurais tellement que cela me brûlait les yeux. Mon envie d'aller revoir maman était si forte que je m'étais levée plusieurs fois dans la nuit pour aller la rejoindre, car je n'avais pas peur de partir avec elle.
mais Jenny m'empêchait à chaque fois. Soudain, je me rendis compte alors que c'était peut-être la dernière fois que j'avais vu maman. Je regrettais alors de ne pas lui avoir dit au revoir. Et dans ma tête, cela me travaillait sans arrêt. Je ne sais pas si Banti dormait, mais en tout cas, il ne bougeait pas. Vivre au jour le jour. Le lendemain matin, de très bonne heure, je courus à la maison en pleurant encore. Je ne m'attendais plus à revoir maman et Bonvi, mais j'espérais encore un miracle, car j'avais énormément prié cette nuit. Je ne connaissais pas les paroles en termes bouddhistes, mais dans mon désespoir, je priais à ma façon et je savais ce que je voulais. Perdu dans ma pensée, j'aperçus en arrivant au coin du chemin maman qui sortait se laver la figure. Je l'enlaçai en pleurant sans dire un mot. Je n'osais même pas lui demander pourquoi il n'était pas venu les emmener car je ne voulais plus entendre le mot emmener. Je savourais longuement le bonheur d'être dans ses bras. Toutes les mauvaises pensées de la veille étaient comme volatilisées en un instant. Je pleurais, mais mes larmes étaient pleines de joie de vivre. Ce matin-là, maman disait qu'il fallait faire comme les autres matins. Tout le monde devait aller travailler pour leur prouver que nous n'étions pas des capitalistes feignants et peut-être qu'ils nous laisseraient une chance à cause de notre dévouement. Maman disait aussi qu'il fallait que nous fassions attention car ils étaient peut-être en train de faire des enquêtes sur notre famille pour connaître le nombre exact. Et ils pouvaient venir n'importe quand et n'importe où pour nous espionner et nous embarquer. Donc il ne fallait pas que nous restions trop longtemps ensemble. Banti et moi, nous devions aller dormir chez Jenny encore. C'était très confus dans ma tête. D'un côté, je ne voulais pas quitter la maison pour ne pas les laisser l'emmener, mais d'un autre côté, je me devais obéir à maman en sachant que si j'allais travailler, peut-être que je participerais à la liberté de maman et de Bonvi. Et puis, je ne voulais pas contrarier maman, car elle avait déjà assez de peine comme ça. À la collectivité, je ne parlais à personne de mon problème. D'ailleurs, je ne parlais pas du tout. J'étais trop préoccupée par mes pensées au sujet de maman. Je m'appliquais au travail en espérant que le prix de mon travail contribuerait à la liberté de ma famille. À l'heure du retour, je me sentais soudain angoissée à l'idée de penser que maman et Bonvi ne seraient peut-être plus là. J'avais un vide absolu. Et j'avais soif de maman. Je m'étais demandé pourquoi nous. Je marchais sans savoir vraiment où j'étais. Mais machinalement, je poursuivais mon chemin qui menait vers la maison. Arrivé au coin du chemin,
J'essayais d'apercevoir une présence à la maison, mais je ne voyais personne. Mon angoisse grandissait d'un coup et je commençais déjà à pleurer en me précipitant vers la maison. Ne voyant personne en arrivant, je cherchais Bonvie partout, mais il n'y avait personne. Prise de panique et de désespoir, je sanglotais. Assise sur la marche de l'escalier, en appelant maman. Et puis j'entendis une voix familière qui m'appelait. C'était la voix de ma sœur. En me retournant à ma gauche, je vis Bonvie qui était en train de remonter son pantalon au milieu du sillage des patates douces. Je séchais mes larmes tout de suite, car je m'étais rendu compte que je m'étais trompée, puisque Bonvie était encore là. C'était juste une fausse pensée. Puis, peu de temps après, maman et Banti arrivaient avec leur repas. J'étais vraiment soulagée qu'à tant que nous n'étions pas tous ensemble, je continuais à m'inquiéter. Mais par pudeur, je ne montrais ni ma peine ni ma joie. D'ailleurs, c'était de famille. Nous gardions tous ce que nous avions dans le cœur, sans jamais le montrer, mais nous comprenions. Ce soir, nous avons pu apprécier notre repas. J'ai dit nous parce que je ressentais cela en les voyant parler avec plus de gaieté. Et puis c'était comme si chacun essayait de vivre cet instant de sursis en profitant au maximum de chacun de nous. Mais cet instant de répit fut très court car je devais déjà partir avec Banti pour aller dormir chez Ginei. Et encore une fois, je n'arrivais pas à dire au revoir à maman, bien que je fus consciente que peut-être c'était la dernière fois que je la revoyais, car je n'acceptais toujours pas son départ. Mais je ne voulais surtout pas briser le fait qu'elle se donnait tant de mal pour nous rassurer par son attitude optimiste. Je n'avais pas le droit de la décevoir. Le cœur déchiré, je suivis mon frère avec des pas hésitants. Comme la nuit précédente, je priais Dieu et je restais éveillée à écouter les pas et les bruits ou les cris qui pouvaient m'indiquer que c'était maman et ma sœur qui passaient par là. Je me précipitais à chaque fois que j'entendais un bruit suspect pour tenter d'apercevoir depuis le seuil de la porte qui faisait croix sur le chemin. Et comme c'était le clair de lune, je pouvais voir et identifier ceux qui passaient. Mais je n'en pouvais plus. J'étais épuisée et j'avais sommeil. Je m'efforçais de rester éveillée, mais je finis par m'endormir. Lorsque Yenei me réveilla, il faisait déjà jour et Banti était déjà parti. Sans dire un mot, je courus à toute vitesse à la maison en appelant maman au fond de mon cœur tout le long du chemin. Je regrettais de m'être endormie. J'osais à peine espérer qu'elles étaient encore là
et je me sentais coupable d'avoir si bien dormi pendant qu'il torturait peut-être maman et Banvi. J'étais mal, j'étais oppressée comme si on me serrait très fort le cœur. Comme j'arrivais à la maison, Banti en sortait, mais je ne lui ai rien demandé, me précipitant à l'intérieur pour m'assurer de la présence de maman. Elle était là, souriante et prête à partir au travail elle aussi. Je n'avais pas pu m'empêcher d'aller la serrer dans mes bras, mais sans un mot. Nous avons gagné une nouvelle journée de sursis. Dans la tristesse, dans la peine, dans le déchirement et dans le regret, nous profitions les uns les autres au jour le jour sans penser au lendemain. Le sursis avait duré une semaine déjà lorsque le 7e jour, je ne vis personne en rentrant de la collectivité. Dans un premier temps, je m'étais dit que maman et Banti étaient peut-être en retard. Alors je cherchais Banvi partout. Je l'appelais et j'allais vérifier si elle n'était pas quelque part au milieu des sillons des patates douces, comme la dernière fois. Mais elle demeurait introuvable. J'étais allée chez ma tante d'en face, mais il n'y avait personne non plus. Le silence et la solitude n'arrangeaient rien. Tout était confus dans ma tête. Cependant, je ne pleurais pas pour autant, car j'avais mûri. J'essayais de me raisonner et surtout, je ne voulais pas penser qu'il les avait emmenés tous les trois. Mais petit à petit, les mauvaises pensées m'envahissaient et je n'arrivais plus à me contrôler. Tout allait alors très vite et je finissais par pleurer à flots. Non pas parce que j'avais peur, mais je me sentais très mal à l'intérieur en pensant à toutes sortes de tortures qu'il devait subir en plus de l'humiliation habituellement portée par les prisonniers. Je m'étais demandé pourquoi. Je regrettais d'être partie travailler. Je trouvais qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde. Je criais très fort tellement j'étouffais de chagrin. La poitrine oppressée, je ressentais une montée de chaleur à la tête et j'avais mal au front. Je sanglotais, j'appelais Dieu à mon aide. Je me ressaisis et courus dans l'intention d'aller chez Ginei. Mais à peine le seuil franchi, je vis maman, ma sœur et mon frère, et même ma tante qui arrivait d'humeur joyeuse. Sur le coup, je leur en voulu de ne pas partager ma peine. Mais maman m'avait consolée en me prenant dans ses bras et elle me disait « C'est fini, ne pleure plus, nous sommes acquittés ». Je trouvais cette nouvelle merveilleuse, mais je ne lâchais pas pour autant maman, car j'adorais ce moment de paix intérieure que je n'avais pas eu depuis fort longtemps. Je trouvais soudain le monde merveilleux et juste. La beauté du ciel bleu sans nuages me redonna le goût de vivre et d'apprécier cette deuxième vie qui nous avait été accordée, car je considérais cette liberté comme une renaissance. D'après maman, cet acquittement, nous le devions au chef de section, qui, après avoir entendu notre cas,
avait décidé de nous acquitter et avait même ordonné au chef du village d'incorporer Bonvie dans le village. D'ailleurs, il venait juste de sortir d'une réunion d'information et c'était pour cela qu'il rentrait tardivement ce soir-là. Ce soir, toute la famille mangeait en riant. Je trouvais le repas particulièrement bon. Nous étions tous très éprouvés et nous allâmes nous coucher tôt. Et je n'avais pas oublié Dieu que j'avais tant prié ces derniers temps. Je le remerciais avant de dormir d'avoir exaucé mon vœu et d'avoir été là quand j'avais besoin de lui. Même si je ne faisais pas la prière tous les jours, Dieu restera toujours en moi quand j'avais appris à faire la part des choses entre le bien et le mal. C'était ma profonde conviction et ma croyance. La pêche interdite. Pour recevoir la suite et afin de faire entendre nos témoignages les uns après les autres, cliquez sur aimer, partager et s'abonner en bas de l'écran. Cela ne vous coûte rien, mais au contraire, cela aiderait beaucoup à nos enfants. J'appelle à témoin ceux qui ont vécu durant ces périodes. Ne laissez pas ce mal aux oubliettes, car le mal oublié est aussi dangereux que la braise oubliée. Il peut revenir dans la vie de nos enfants par faute de notre silence. Nous avons le devoir de faire connaître au monde entier ce qui s'est passé au Cambodge. Ne restez plus dans le silence. Que ceux qui ont survécu de cet enfer me rejoignent pour témoigner votre propre histoire tour à tour, pour sensibiliser les jeunes générations afin d'éviter que ce régime ne puisse plus jamais revenir, ni au Cambodge, ni ailleurs dans le monde, car le risque est bien encore présent. Contactez-moi au 06 71 37 94 72 par mail alinelacoste69@gmail.com. Je viendrai recueillir votre témoignage chez vous si vous ne pouvez pas vous déplacer. Il ne s'agit pas de politique. Grand merci à vous.